salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Bon alors aujourd'hui, une petite vidéo où on va pouvoir faire le point par rapport au fait de savoir les 5 choses en fait que tu dois connaître avant d'immigrer ici. Des choses qui peuvent être, je dirais pas pénibles, là c'est un mot un petit peu difficile, un petit peu fort, mais qui peuvent être des contraintes quand même assez importantes. Donc ça pourrait remettre en perspective, j'imagine, peut-être ton projet d'immigration, ou peut-être pas, hein, ça dépend, mais de savoir qu'il y a certains éléments, certaines choses comme ça dans ton projet d'immigration qui ne seront pas nécessairement aisées et faciles. Il faut que tu saches que si évidemment tu veux changer de pays, ça va demander pas beaucoup, mais ça va demander quand même pas mal de sacrifices aussi, ça va demander beaucoup de volonté, ça va demander beaucoup de persistance dans pas mal de domaines, des sacrifices aussi, oui, remarque, on va revenir là-dessus. Donc il faut peut-être garder ça en tête et c'est peut-être le moment, vu qu'à l'heure actuelle on est à l'immigration zéro hein, à cause de la pandémie, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va revenir. Donc je m'étais dit faire cette vidéo là pour remettre les choses en perspective et pas mal peut-être une bonne idée pour peut-être t'aider à y voir plus clair et à définir si tu veux changer de pays, si tu veux immigrer et si tu veux changer de pays, peut-être que tu vas décider de ne pas venir au Canada finalement et d'aller dans un autre pays, pourquoi pas. Donc, on va voir ces 5 choses-là tout de suite. Alors, premier élément qu'il faut savoir, mais qui paraît comme ça un petit peu logique, hein, quelque part, c'est que tu changes de pays, tu changes de continent, donc autre pays, autre continent, mais aussi autre mentalité. Tu changes complètement de lieu et ça vaut aussi, je dirais quelque part pour les Occidentaux, où c'est peut-être un petit peu moins évident parce que c'est le même genre de vie que tu peux avoir dans ton pays. Mais quand même, c'est un autre continent et tu verras que les choses changent quand même assez radicalement, même s'il y a des choses qui se ressemblent. Donc ça va être à toi en arrivant à t'adapter très rapidement. Le pays s'adaptera pas à toi, hein, naturellement, ni les gens. Hein. Donc il faut, même si l'immigration est demandée et attendue ici, une fois arrivé ici, ton temps d'adaptation est quand même très court. Donc c'est sûr que déjà, si dans ton pays d'origine, tu peux te renseigner au maximum, et c'est pour ça d'ailleurs que nous on a créé la chaîne, pour essayer d'aider au maximum les nouveaux immigrants à y comprendre et à y voir peut-être un petit peu plus clair par rapport au Canada. Donc c'est certain que déjà en arrivant ici, ce sera peut-être un choc un petit peu moins important. C'est sûr aussi que si tu viens tout seul, ça risque d'être un peu plus compliqué que si tu as déjà de la famille implantée ou des amis qui sont déjà au Canada et qui vont donc du coup pouvoir t'aider à t'adapter beaucoup plus vite. Si ce n'est pas le cas, comme ça avait été le cas pour moi, je te dirais, ça va demander quand même, ça peut être un choc, ça peut être un gros choc. Au niveau du coup de l'adaptation, quand tu arrives ici, tu l'as compris au travers des dernières vidéos que j'ai pu faire, il va falloir que tu trouves un logement, il va falloir que tu trouves un emploi, il va falloir que tu fasses des démarches administratives comme le numéro d'assurance sociale par exemple ou la carte maladie, hein, la carte soleil, assez rapidement. Tu vas pas avoir trop le temps d'y réfléchir hein, parce que surtout si tu es tout seul, il faut que tu fasses ça très rapidement. Donc il existe aussi des organismes communautaire pour nouveaux immigrants hein, qui existe pour pouvoir t'aider dans toutes ces démarches là si jamais tu es un petit peu perdu. Je te renverrai à une vidéo que j'avais faite là-dessus dont c'était le sujet, le nom de la vidéo c'était vidéo les organismes communautaires pour nouveaux immigrants. Je vais le mettre au montage quelque part par là, sûrement ici, je sais pas. Ça c'était pour les villes de Montréal et les villes de Québec. Donc tu as toujours cet outil là hein, qui est quand même assez intéressant auquel tu peux tu peux utiliser. Mais quand même, ne pas oublier que le système D est quand même très important, surtout si tu es tout seul. Encore pire si tu es tout seul et avec ta famille, par exemple ta femme et des enfants en bas âge, vous n'êtes jamais venus. Système D super important, donc gardez ça en tête, il va falloir faire des efforts. Hein, ça ne va pas tomber tout cuit comme ça. Et j'ai vu certains témoignages comme ça au travers d'internet où les gens étaient retournés parce qu'ils ne s'attendaient pas quand même à cette charge d'adaptation. Ce montant d'adaptation, comme je l'ai dit dans tous les sens, hein, au niveau administratif, au niveau logement, bancaire, etc. Faut y aller du tac au tac. Encore une fois, la chaîne existe pour ça. Il y a différentes vidéos sur les différents sujets et j'espère que ça pourra t'aider. Mais voilà, c'est le premier point, adaptation. Ensuite, au niveau des études. Alors, au niveau des études, c'est normal, le Canada a sa spécificité. Le Canada est normalisé en termes d'études.
C'est pas des études d'à travers le monde ou des diplômes d'à travers le monde que tu peux avoir quand tu vis ici au Canada ou plus particulièrement au Québec, ce qui est complètement normal. Alors le Canada ou même le Québec a mis les deux, ont mis des outils en place pour te faciliter les choses, comme par exemple l'équivalence de diplôme. Encore une fois, j'avais fait une vidéo sur le sujet. La chaîne est faite pour ça, hein, justement, essayer de t'aider à y voir plus clair, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bref, peu importe. Donc équivalence de diplôme. Et aussi, il va sûrement falloir que tu penses, il ne faut pas que tu aies peur à reprendre des études. C'est pas parce que tu vas avoir une équivalence de diplôme que ça va être exactement le diplôme que tu avais dans ton pays. Ils font une équivalence pour regarder un petit peu c'est quoi les cours que tu avais fait dans ton pays par rapport à ton domaine donné vis-à-vis de ce qui se passe ici au Canada. Et c'est une sorte de mise à niveau. Et après, ils pourront peut-être te donner soit un diplôme qui est en deçà, en dessous, hein, comme par exemple à l'université, et te demander d'aller faire une formation complémentaire, ce qui peut très bien arriver. Donc, c'est certain qu'il ne faut pas quand même oublier ça. Probablement qu'il va falloir que tu retournes aux études. Il y a beaucoup de gens dans ce volet-là aussi, je vais en parler, qui retournent dans leur pays déçus parce qu'ils avaient comme objectif de travailler dans tel emploi. Un emploi qui, par exemple, fonctionnait pas vraiment dans leur pays parce que d'origine, parce que beaucoup de monde travaillait dans cet emploi-là et qui se sont dit, vu que le Canada c'est un petit peu l'Eldorado, je vais aller au Canada et travailler dans cet emploi-là et ça va être magnifique pour moi. Mais il faut que tu te renseignes là-dessus parce que le Canada, en fait, c'est comme tous les pays. Même si c'est une terre, on va dire, d'immigrants. Hein, il y a juste 35 millions d'habitants voyons, sur un continent qui est, dans un pays, pas le continent, mais sur un pays qui est gigantesque. Pour donner une idée, il y a aussi 35 millions d'habitants à Tokyo. C'est juste une ville, Tokyo. Ça fait beaucoup de monde, c'est certain, au Japon, mais là, c'est 35 millions à travers tout le Canada. Donc on voit qu'il manque quand même pas mal de personnes sur le Canada. On a besoin de l'immigration, mais c'est pas parce qu'on a besoin de l'immigration qu'il n'y a pas certains emplois qui n'auront pas besoin de monde tant que ça. Donc, qui vont être ce qu'on appelle ici contingentés. Donc à partir de là, il faut quand même que tu t'informes parce que tu pourrais être déçu, et ça a été le cas d'un certain nombre de personnes qui sont venues ici en disant je vais reprendre mon emploi ou je vais changer de carrière et je vais faire ce job-là pour finalement ne pas avoir de job parce que ce n'est pas en demande. Il faut se renseigner. Je terminerai là-dessus. Troisième élément, ne pas avoir peur des petits jobs quand tu arrives, surtout si tu es tout seul ou même avec ta famille. Le temps, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir ton équivalence de diplôme. Des fois, ça peut prendre un certain temps, surtout si tu le fais en arrivant sur le territoire. Le temps d'aller suivre peut-être une petite formation si tu en avais envie et que tu as envie, du coup, c'est ça, d'avoir une meilleure formation académique par la suite. Tu peux avoir des cours du soir, on peut s'arranger quand même pas mal ici, mais en attendant, il faut quand même manger. Donc tu vas peut-être avoir besoin de passer par la case petit job. Il est possible aussi que tu n'aies pas envie de faire de formation et que tu veux passer par la case petit job pour trouver un job peut-être un peu mieux rémunéré et monter comme ça en échelon. Mais au départ, il faut commencer quelque part. Alors les petits jobs, il y a beaucoup de gens qui sont des fois déçus. Donc si on prend par exemple des jobs comme Tim Hortons, donc tu sers des cafés, des beignets, etc. aux gens, ou Couche-Tard qui est des dépanneurs, ok, qui est une enseigne gigantesque comme ça de dépanneurs. Ils en ont plein à travers le Canada, pas que au Québec, ils en ont même aux États-Unis. Tu peux travailler aussi dans ce qu'on appelle un dépanneur, hein, le petit marché, le petit magasin, comme je disais, ce qu'on appelle un petit peu en France l'épicerie, mais améliorée, on va dire. Hein, le petit magasin comme ça d'appoint que tu as dans ton quartier où tu peux trouver un petit peu tout ce que tu veux, mais toujours un petit peu plus cher. Mais c'est ouvert la plupart du temps, 24 heures sur 24, sur tous les couches-tard. Bon, tout ça, ce sont des petits jobs. Alors, dans les petits jobs, ce qui se passe, c'est que tu es toujours payé évidemment au salaire minimum. Alors, pour te donner une idée, le salaire minimum au Québec à l'heure actuelle est de 13 $, 10 $, ce qui est quand même assez raisonnable, surtout vis-à-vis du prix des loyers. Mais on va revenir là-dessus, parce qu'il ne faut pas non plus que tu te loges n'importe où. Il faut que tu penses aussi que quand tu es dans un petit job, et moi j'en ai eu l'expérience ici quand même pendant pas mal de temps, je te dirais, j'ai pas mal commencé en bas de l'échelle. Quand tu es dans un petit job, c'est toujours des jobs qui sont très demandants. Ils sont très exigeants. On va te demander à faire beaucoup de choses. Tu vas avoir un employeur, un boss au-dessus de toi qui est très exigeant et qui va te demander ce qu'on appelle des tâches connexes, beaucoup plus que ce que le job pourrait te demander de faire.
il faut t'habituer parce que tous les petits jobs c'est comme ça, hein, je te dirais, la plupart du temps. Tu risques d'avoir aussi des problèmes un petit peu relationnels, interpersonnels entre toi et ton boss direct, je te dirais. Ça peut arriver aussi. Parce que ton boss est jamais payé beaucoup plus que toi, hein. Il est payé 1 $, des fois quelques cents de plus que toi pour avoir des responsabilités. Et lui aussi est un petit peu maltraité par la hiérarchie qui a au-dessus de lui. Okay, donc si on prend des Tim Hortons par exemple, ben, tu vas avoir un propriétaire qui va être au-dessus du gérant, ou si c'est un couche-tard, il y a un gérant et au-dessus il y a un chef de département qui a plusieurs couche-tard et au-dessus il y a encore quelqu'un d'autre, etc., etc. Le gérant du magasin, il est quand même en bas, il est au-dessus de toi mais il est en bas. Donc il y en a beaucoup qui vont avoir un ego démesuré du fait qu'ils ont un job comme ça à responsabilité qui ne demande aucun diplôme, parce qu'en étant gérant de dépanneur, tu n'as pas besoin d'avoir de diplôme pour ça. Il faut pouvoir l'accepter. Des fois c'est un petit peu difficile au niveau de l'ego, de se faire donner des ordres qui peuvent être stupides par moment. Je suis passé par cette case-là. Ça peut être compliqué. Donc ça, il faut le garder en tête, ça peut être décevant. Des jobs qui sont difficiles, salaire minimum, avec des employeurs qui peuvent être, en plus du job qui est exigeant, eux-mêmes peuvent l'être exigeants. Au niveau du loyer, et je vais revenir là-dessus, justement, de ton logement, il faut que tu essayes au maximum de trouver quelque chose qui n'est pas trop cher, mais qui soit quand même proche de ton job. Moi, c'est ce que j'avais fait au départ, je pouvais me rendre à pied directement dans un petit job. Comme ça, au niveau des coûts, c'est minime. Et surtout, dans ces petits jobs-là, tu vas voir qu'ils vont te demander la plupart du temps de faire des heures supplémentaires, hein. Si tu en as envie, tu vas pouvoir passer ta vie au travail, hein. Ça, c'est pas un problème. Les heures supplémentaires, ce qui est intéressant, c'est que tu es toujours payé plus. Ce qu'on appelle ici temps et demi, temps double, temps et demi, une fois et demi ton salaire. Temps double, c'est plus rare. Mais quand même, temps et demi peut être très intéressant. Donc, tu fais beaucoup d'argent les premiers temps, tu essayes de trouver un loyer qui soit pas trop important et quand même bien situé proche de ton job. Évidemment, tu vises pas le plateau ou certains quartiers comme ça parce que c'est hors de prix. Donc, tu vas aller dans un quartier, si je pense au centre-ville de Montréal, peut-être plus vers Hochelaga Maisonneuve par exemple, et l'été, prendre ton vélo pour te rendre au travail et l'hiver, marcher un petit 10-15 minutes dehors, mais ça se fait très bien même quand il fait froid. Donc, voilà, tu essayes d'harmoniser comme ça les choses par rapport à ton job, ton loyer, ça te permet de mettre de l'argent de côté et éventuellement, pourquoi pas, de poursuivre tes études que tu aurais commencé pour ne pas passer ta vie dans des petits jobs, hein. On s'entend que c'est quand même ça l'objectif. Donc il faut garder ça en tête. Il y a beaucoup de gens, je dis beaucoup garder ça en tête, mais il y a beaucoup de gens qui retournent parce qu'ils ne s'attendaient pas à ces contraintes de petits jobs. Ils pensaient que c'était quelque chose de facile. C'est très romantisé, hein, dans les films qu'on voit à la télé, les films américains. Dans la vraie vie, c'est pas nécessairement comme ça. Ça peut être vraiment dur à plusieurs niveaux, comme tu vois que je viens d'expliquer. Je terminerai là-dessus. Quatrième point, la météo, et c'est pas négligeable, je te dirais vraiment pas. J'ai vu aussi des gens qui ont fait demi-tour parce qu'ils supportaient pas la météo. Je me souviens de quelqu'un qui venait du Nicaragua, bizarrement, mais pas supporté. La météo, je dis bizarrement le Nicaragua parce que c'est un pays qui n'est pas nécessairement très très riche. Et c'est vrai qu'ici, c'est quand même plus simple la vie d'un point de vue économique. Mais apparemment, il y a un choix qui s'est effectué. Mais peu importe, c'est pas quelqu'un que je connaissais très bien, hein. C'est quelqu'un que j'avais connu sur un lieu de travail. Mais elle est quand même retournée au Nicaragua. Bref, peu importe. Donc au niveau de la météo, voilà, le point fort et névralgique de la météo, tu l'auras compris, c'est l'hiver. C'est sûr que l'été, comme là, récemment, on souffre pas mal de canicules, 5 jours d'affilée à plus 42. Hein, on parle toujours, jamais oublié, le facteur humidex. Hein, c'est-à-dire qu'ils disent 32, mais hier, 32, c'est transformé en 42 dehors. Hein. Oui. Donc avec l'humidité... Il faisait 45, on dirait qu'il faisait 48 dehors. Oh, il faisait super chaud. Avec l'humidité, c'est assez insupportable, mais c'est pas ça, oui, même si c'est compliqué, mais c'est pas ça le véritable problème majeur, parce que les canicules, si elles sont là et qu'elles sont durables, elles restent passagères durant l'été. Les autres journées, ça va quand même très bien aller, hein, ça va être supportable. C'est l'hiver, parce que l'hiver, il fait très froid, et non, mais t'es jamais habitué à ça. Moi, j'arrivais de France, j'allais faire du ski l'hiver quand même assez régulièrement, pas tout le temps, mais de temps en temps. Donc qui dit ski, dit montagne, il fait froid, etc. Et j'étais quand même pas habitué, quoi. C'est pas l'hiver canadien. L'hiver canadien, c'est autre chose que d'aller faire du ski, quoi. C'est intense. La première année que je suis arrivé, j'ai eu du mal. Honnêtement, j'ai eu du mal. Il a fallu que je m'habitue.
ton corps s'habitue, ton métabolisme s'habitue au fur et à mesure, mais c'est des températures très froides. Donc les températures froides, il faut que tu y fasses face. Et aussi les précipitations. Quand on parle de précipitations, on veut dire le montant de neige qui peut tomber. Quand tu as une grosse tempête, et c'est arrivé cette année, et ça arrive chaque année, il y en a plusieurs des fois durant l'hiver, c'est pendant 2-3 jours, il neige sans s'arrêter, la neige elle monte, c'est de la folie. Et des tempêtes, qu'elles soient grosses ou minimes d'ailleurs, ça veut dire plusieurs problématiques. D'abord, il faut que tu déneiges régulièrement, c'est quand même crevant, surtout quand tu travailles. C'est-à-dire que tu as déjà un job, avant de partir, il faut que tu déneiges, tu reviens de ton job, il faut redéneiger à nouveau, ça peut être pénible. Quand dans ton job, comme moi c'était le cas par exemple, tu dois en plus déneiger sur ton job, tu te retrouves en fait à déneiger toute la journée ou quasi, ou presque. Ça peut être compliqué aussi. Tu peux vraiment être crevé par rapport à ça. Le fait qu'il y ait beaucoup de neige, ça veut dire aussi que si tu attends le bus dehors, tu vas attendre le bus dans la tempête. Le bus va sûrement arriver en retard. Des fois, le bus n'y arrive pas du tout. Donc, il faut prendre le bus d'après. Et ils sont tout le temps bondés quand il y a des tempêtes de neige parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont refuser de prendre la voiture. Ceux qui prennent la voiture à l'heure de pointe vont se retrouver bloqués dans des bouchons de circulation interminables. Les jours de tempête, c'est quasiment toujours comme ça. Quand tu te rends au centre-ville de Montréal, tu passes par ce qu'on appelle le métropolitain, ici, le boulevard périphérique. Il n'y a pas 36 chemins, tu ne peux pas faire autrement. Et il va y avoir des voies qui vont être raccourcies parce qu'il va y avoir beaucoup de neige sur les voies qui vont avoir été poussées par les grosses déneigeuses, les gros camions. Qui vont avoir mis ça sur le côté, mais du coup ça prend une voie de l'autoroute, ça prend une voie du métropolitain qui n'est plus accessible. Tu raccourcis ça à l'heure de pointe. Tu as un bouchon de circulation, sans compter ces camions-là dont je viens de parler, qui eux roulent à 20 km/h, tout alignés les uns à côté des autres. Donc toi tu es obligé de suivre, ça crée un bouchon de circulation. Donc à chaque fois, l'hiver, c'est plein de contraintes comme ça. On ne parle pas non plus de s'habiller, c'est certain. Il faut que tu t'habilles beaucoup. Et une fois que tu arrives sur ton lieu de travail, il faut que tu te déshabilles. La plupart du temps, comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, tu vas avoir besoin de plusieurs paires de chaussures parce que tu ne veux pas venir saloper tout ton travail. Tu as des paires de chaussures qui vont soit que tu amènes avec toi dans ton sac, soit qui t'attendent sur ton lieu de travail. Et puis tu vas avoir des chaussures convenables aussi, tout dépendant du métier que tu fais. S'il faut être bien présentable, bon, tu ne vas pas arriver avec des bottes d'hiver, quoi. Ce qu'on appelle des bottes d'hiver, les chaussures pour aller dehors, ça ne marchera pas. Donc, c'est ça, c'est son lot de contraintes quand même, beaucoup. Les voitures, il y a plein de choses auxquelles je pense, mais la durée de vie d'une voiture est amoindrie par rapport à d'autres pays parce qu'elle subit l'hiver, elle subit le chaud, elle subit le sel, elle subit la rouille. C'est beaucoup de choses. La mécanique, c'est dur sur les mécaniques. Il y a beaucoup de choses, tu le vois tout de suite avec l'hiver. Il y a des choses qui sont extraordinaires, bien sûr. Évidemment, l'hiver canadien, il n'y en a qu'un seul. Donc, tu peux aller dehors avec les enfants, tu peux les jouer dehors. Il y a plein d'activités qui se font. Mais dans la vie de tous les jours, il ne faut pas penser que l'hiver, c'est beau et que c'est comme on voit dans les films, c'est Noël avec la petite bûche dans la cheminée et tout le monde est heureux, il neige dehors, c'est fantastique. Non, c'est pas comme ça. C'est tous les jours. Et quand il y a des tempêtes et que c'est un hiver difficile, ça peut être très compliqué sur le moral. Je te dis, en plus il fait froid et il n'y a pas de soleil. Donc le printemps, quand il arrive, il y a plein de gens qui ont une dépression hivernale, on appelle ça comme ça au mois de février, je veux m'arrêter, j'arrête plus de parler. Au mois de février parce qu'ils ont pas chaud, ils ont froid, il n'y a pas de soleil, ça fait presque 6 mois. T'en as marre quoi, à un moment donné t'en as marre, c'est juste normal. Donc c'est sûr que c'est chaque année, c'est la croix et la bannière, c'est un petit peu compliqué, c'est la hantise pour tout le monde. Moi ça commence à faire longtemps que je vis ici. Et je déteste l'hiver, je te le dis tout de suite. On va faire de la luge de temps en temps, c'est fun. J'adore Noël, c'est cool, mais le reste du temps, j'aime pas trop ça. Moi j'adore l'hiver parce qu'on fait des boules de neige, puis on construit des forts, puis surtout Noël, on reçoit des cadeaux. Bon voilà, l'hiver ça peut être fun pour les enfants quand même. Mon dernier point, 5e point, c'est par rapport à tout ce qui est processus administratif. Bon voilà, ça peut être un peu compliqué, les processus administratifs. Si tu es déjà en projet d'immigration, tu l'auras vu. Quand tu veux le PVT, c'est un petit peu moins compliqué. Mais quand tu arrives tout de suite dans les étapes de la résidence permanente, que ce soit via l'entrée express ou le portail Arrima, beaucoup de contraintes. Si je pense au portail Arrima, par exemple, tu vas avoir un test de français, un examen médical, des papiers à donner, des diplômes, photocopie de diplôme, certifié conforme, etc., etc. Il y a plein de choses quoi, que tu dois faire. Il y a plein de démarches que tu dois suivre et les démarches administratives vont te suivre comme ça pendant un certain temps donné. C'est que même quand tu les auras finies dans ton pays d'origine, ici, il va falloir que tu fasses d'autres démarches pour aller chercher ton permis de conduire, ton numéro d'assurance sociale. Il va falloir que tu ailles à la régie d'assurance maladie si jamais tu es résident permanent. Si tu arrives ici en PVT, comme beaucoup de gens le font et qui décident par après d'aller chercher leur résidence permanente,
ce qui est très bien et ce qui se fait très bien, ça demande encore d'autres démarches à faire. Il faut les respecter, ces démarches-là. C'est des contraintes qui sont administratives, certes, mais il faut quand même que tu sois très consciencieux là-dedans. Il n'y a pas de créativité. Ils te demandent de faire telle démarche, tu fais telle démarche. Tu donnes tel document à tel moment, de telle manière. Quand tu vas aller chercher ta citoyenneté, c'est encore d'autres démarches administratives. Il y a d'autres tests à passer, tests de citoyenneté, etc., etc. Donc jusqu'à ta citoyenneté, je te dirais que tu finis jamais, quoi. Tu as toujours des démarches administratives à faire. Ça peut être lourd à un moment donné, honnêtement. Il y a aussi le fait que, comme tu le vois, on a un gouvernement à l'heure actuelle au Québec, on ne se le cachera pas, qui met des bâtons dans les roues au niveau de l'immigration. Ça a l'air de pas mal être sa directive. J'imagine qu'il vise une immigration zéro. Je ne sais pas c'est quoi l'objectif de ce gouvernement-là, mais on voit avec la réforme du PEQ en ce moment, bon, ils font en sorte que ce soit bien compliqué pour toi. Donc on voit que tout ce qui est processus administratif, il faut que tu te mettes en tête que ça peut être compliqué, il faut avoir de la volonté, c'est tout le temps à toi aussi à te renseigner, il n'y a personne qui va venir te chercher, il n'y a pas un agent d'immigration qui va être là pour t'aider, à part si tu rentres en contact avec lui parce que tu as des soucis, et encore, à l'heure actuelle, on le voit, ça peut être compliqué avec la pandémie, comme je le dis tout le temps, tout est au ralenti, et tu l'auras vu si tu es en processus d'immigration, c'est très dur de contacter un agent d'immigration. J'imagine qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est compliqué, ok, c'est compliqué pour eux. Donc, c'est ça, très compliqué. Et surtout à penser, ce que je suis en train de dire à l'instant, c'est que c'est à toi à faire les démarches, c'est à toi à essayer de comprendre. Il faut que tu ailles sur Internet, il faut que tu te renseignes. C'est ton projet d'immigration, c'est pas le projet d'immigration de quelqu'un d'autre. Donc, il faut être persistant, il faut faire des efforts. Et il faut aller de l'avant sans arrêt. Il faut essayer de comprendre au maximum par toi-même pour ne pas avoir accès à un agent d'immigration, surtout en ce moment, comme je viens de le dire. Donc, comprendre par toi-même au maximum, faire les déplacements, aller au rendez-vous, être présent, donc être motivé. Être motivé, c'est la base. Personne ne fera ça pour toi. Personne. Donc, voilà. Il y en a certains, je finirai avec ça, qui essayent de passer toujours par des consultants en immigration. Je vais réussir à parler, merci. Immigration, c'est simple. Les consultants en immigration, donc moi je le déconseille beaucoup les consultants en immigration. Je suis passé par aucun consultant en immigration. Si je prends mon exemple, j'ai tout fait moi-même et je conseille vraiment aux gens parce qu'il y a énormément d'arnaqueurs dans les consultants en immigration, vraiment beaucoup. Il y en a qui sont légaux, mais ils sont très rares et c'est très difficile à déterminer. Donc tout le temps, moi je conseille de ne pas passer par eux, on ne sait jamais. Des gens de toute façon qui payent pour faire les démarches à ta place, déjà à la base, c'est pas terrible. Tu dois souvent payer toi-même pour les démarches, quand même un certain montant d'argent, tu le vois, si tu es en processus d'immigration, il a fallu que tu payes des frais. Il y a toujours des frais à payer et des fois sont quand même assez chers, il faut dire ce qui est, surtout si tu viens en famille, même tout seul, ça peut être cher, tout dépendant de ce que tu fais dans la vie. On croule pas tous sous l'argent, donc si en plus quelqu'un vient te demander de l'argent pour faire les démarches à ta place, et qu'au final, c'est un arnaqueur, tu as tout perdu. Donc, tu es toujours mieux, de toute façon, de faire les démarches par toi-même. Il faut toujours que tu penses que c'est ton projet d'immigration. Il faut toujours que tu penses, comme je l'ai dit dans cette vidéo, et ça va conclure cette vidéo, que tu vas avoir beaucoup d'efforts à faire de toute façon. Donc, il faut commencer à faire ces efforts dès le départ. C'est un projet d'immigration, c'est toi qui travailles dessus, c'est toi qui établis ton dossier. Donc, c'est toi qui fais les démarches, quelque part, pour immigrer, ce qui est un petit peu logique et normal, je te dirais. Donc, je conseille vraiment les gens de ne pas passer par un consultant en immigration. Encore une fois, ce n'est pas tous des arnaqueurs, mais il y en a beaucoup. Essaye de faire les choses par toi-même, c'est beaucoup mieux. Et en plus, tu as la fierté après, à la fin, d'avoir réussi. C'est toujours cool de réussir par soi-même. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était cette vidéo que je te dirais un petit peu dissuasive, certes, mais c'est pas une vidéo dissuasive. C'est une vidéo juste pour remettre peut-être les choses au clair, surtout comme je l'ai dit en début de vidéo, pendant cette période un petit peu que j'appellerais de no man's land, il ne se passe pas grand-chose. L'immigration n'est pas là, on n'attend aucun touriste international cet été, ils l'ont dit, ils l'ont confirmé il n'y a pas longtemps. Donc à partir de là, quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre l'immigration dans le pays? Ça dépend toujours, je le dis tout le temps, de la pandémie, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Donc c'est peut-être un moment donné pour se remettre en question et se demander si son projet d'immigration c'est réellement un projet de vie et si on est prêt à faire tous les sacrifices, tous les efforts, toute la volonté donnée pour y arriver. Si c'est le cas, tant mieux. Et si c'est le cas, continue, bien sûr, il n'y a aucun problème en espérant que cette pandémie cesse rapidement.
Après, pour le reste, si tu veux mettre un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir, des questions, des suggestions dans les commentaires, de ne pas oublier de t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Le compte Instagram, qui existe toujours, qui est toujours actuel. J'essaye de faire un maximum de choses sur le compte Instagram, toujours pareil, dans l'optique de tenir au courant, de te tenir au courant toi au maximum qui n'habite pas au Canada, ou s'il y a des choses sur le Canada, tu habites dessus, tu habites au Canada, tu habites dessus le Canada, tu habites au Canada ou au Québec, et si par exemple il y a une évolution dans tel ou tel dossier comme le PEQ ou le statut implicite dont j'avais parlé, ben je peux aussi en parler à travers Instagram. Et on se dit à la revoyure. Ciao, bye, ne, 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 ne.